instants, l'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Gabriel Boric Font, président de la République du Chili. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de l'Assemblée générale des Nations unies, habitants et peuples du monde, 80 ans se sont écoulés depuis la création des Nations unies. 80 ans se sont écoulés également depuis que Gabriela Mistral, une femme chilienne, a reçu le prix Nobel de littérature. Sa voix de poétesse, de professeur, de diplomate continue de résonner dans notre patrie et dans le monde entier. Et c'est précisément ici, à New York, en 1955, que l'ambassadeur chilien José Massa a transmis un message sur les droits humains, un message écrit par Gabriela Mistral. Et ce message disait « Je serais heureuse si votre noble effort pour réaliser les droits humains était adopté avec toute loyauté par toutes les nations du monde. Ce triomphe serait le plus grand triomphe de notre époque. » Est-ce que nous sommes arrivés à obtenir ce triomphe? La réponse est catégorique. Non. La vérité est que, vu où nous en sommes, je ne sais plus que dire sur Gaza, parce que nombreux sont ceux qui se sont exprimés depuis cette tribune et depuis d'autres tribunes. Mais finalement, quoi que nous disions, nous sommes face au regard perdu des parents des victimes. Aujourd'hui, des milliers d'êtres innocents perdent la vie tout simplement parce qu'ils sont palestiniens. De la même façon que lors de la Deuxième Guerre mondiale, où des millions de personnes perdaient la vie simplement parce qu'elles étaient juives. Et je voudrais donc aujourd'hui, dans cette salle, vous parler d'humanité. Gaza. Gaza, c'est une crise mondiale, parce que c'est une crise de l'humanité. Et dans cette salle, je m'adresse à ceux qui sont présents et je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent depuis chez eux. Dans cette salle et dans toutes ces maisons du monde, nous sommes tous des êtres humains. Par conséquent, lorsque nous voyons mourir des enfants, des filles et des garçons, nous ressentons une véritable douleur chez nous au Chili. Et je sais que c'est une douleur qui est partagée dans la grande majorité des pays du monde. Aujourd'hui, nous nous heurtons à un véritable problème en tant qu'humanité. Et ce problème, c'est que très souvent, la douleur engendre la haine. Mais nous devrions lutter contre la haine de toutes nos forces. Nous devrions transformer la haine en soif de justice. Nous ne devrions faire aucune concession à la haine. Et j'aimerais bien voir Netanyahou détruit par un missile avec sa famille. Je voudrais bien voir Netanyahou, le responsable du génocide palestinien, devant un tribunal international. Dans un autre contexte, la guerre en Ukraine nous interpelle aussi. Et certains se poseront la question, quel est le rapport avec le Chili, pays tellement éloigné, pays éloigné d'une autre, finalement,
quel est le rapport entre l'Ukraine, entre Gaza, entre notre pays? Eh bien, finalement, même si nous ne comprenons pas la langue de ces pays, nous savons que finalement, c'est la même humanité. Et cet enfant tué à Gaza, cet enfant enlevé en Russie, tout ça, ça nous concerne parce que c'est la même humanité. Et tout ce qui est crucial, c'est que nous devons garder foi dans l'humanité. Nos cœurs ne peuvent pas arrêter de s'émouvoir face à la douleur, face à la nécessité d'autres individus qui sont finalement comme nous. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés des règles. Des règles qui sont le fruit de la civilisation, qui sont le résultat des tragédies qu'a connues l'humanité. Et ces règles, il faut le dire, il faut le dire depuis cette tribune, il faut les répéter, ces règles ne sont pas aujourd'hui respectées. Disons-le avec emphase. Ce n'est pas une bonne chose que d'inviter à négocier un pays neutre et ensuite de violer la souveraineté d'un pays comme Qatar. Ce n'est pas une bonne chose non plus que de bombarder les installations d'un pays, de la même façon que ce n'était pas une bonne chose que de bombarder l'Irak. Ce n'est pas juste de bombarder un pays souverain comme l'Ukraine et ensuite d'imposer une négociation et partir ensuite du principe que nous devons tous nous tenir certaines choses, comme le rappelait Albert Camus au sujet de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Si nous ne croyons à rien, si rien n'a plus de sens, si nous ne pouvons plus invoquer aucune valeur, alors tout est permis. Il n'y a ni bien, ni mal, et rien n'a plus aucune importance. Par conséquent, si nous acceptions cette idée, nous devrions admettre que la raison, c'est finalement la raison du plus fort, la raison de celui qui réussit. Et donc la règle qui régirait l'humanité, ce serait la loi du plus fort, la loi de celui qui réussit. Et je voudrais dire que, en dernière instance, ce raisonnement, c'est finalement la justification de l'assassinat. Et dans un monde comme celui-là, la vie d'un homme, la vie d'une femme ou la vie de leurs enfants dépendra toujours des armes et d'une bienveillance ou d'une malveillance arbitraire. Dans un monde tel que celui-ci, celui qui ne condamne pas une telle réalité de toutes ses forces est finalement aussi meurtrier que celui qui largue des bombes. Il faut avoir le pouvoir de dire cela suffit. C'est un pouvoir que nous avons tous en tant que dirigeants et dirigeantes dans cette salle. Et à ce titre, nous avons une plus grande responsabilité à assumer. Nous refusons de donner raison à ceux qui possèdent la force de l'argent. Et on nous dit que nous sommes utopiques. Mais finalement, qu'est-ce que l'histoire? Si ce n'est cet effort. Finalement, certains préfèrent simplement agir à court terme. Mais, de façon générale, cela nous conduit ensuite vers le précipice. En effet, il ne suffit pas de réussir comme on entend le terme réussite aujourd'hui dans le monde occidental pour continuer de lutter, parce que nous savons que ce qui nous a permis de changer le monde pour avoir davantage de justice, de liberté, d'égalité et de solidarité, c'est précisément cet effort. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, lorsque l'on nous invite à la soumission, lorsque l'on affirme que l'intelligence est de trop, lorsque certains veulent nous montrer depuis cette tribune comment l'on peut mentir pour tirer parti d'une situation, eh bien nous répondons que non. Nous n'allons pas céder devant l'injustice, devant la violence et devant la passivité. Je peux et je dois peut-être respecter celui qui préfère le bleu que le vert. Je dois respecter celui qui a une autre religion.
je dois respecter l'autre. Et finalement, en fin de compte, je dois respecter la diversité d'opinions. Mais, tout en respectant la diversité d'opinions, tout en respectant la vie de celui qui a une autre opinion que la mienne, il faut bien tout de même avancer. Par exemple, aujourd'hui, depuis cette même tribune, quelqu'un a affirmé qu'il n'y avait pas de réchauffement mondial, pas de réchauffement climatique. C'est un mensonge. Et nous devons lutter contre les mensonges. Alors évidemment, nous pouvons essayer de discuter des meilleures solutions pour remédier au changement climatique. Nous pouvons discuter de la question de savoir qui est plus responsable que l'autre des changements climatiques. Mais on ne peut pas nier le changement climatique. On peut commencer à discuter de la façon dont les nazis ont pu dominer une partie de l'Europe, mais on ne peut pas nier l'Holocauste. On ne peut pas le faire. On peut discuter des effets secondaires d'un vaccin, mais on ne peut pas dire qu'un vaccin cause telle ou telle maladie comme l'autisme. Donc le dialogue est important, le dialogue entre des personnes qui ont une vision différente du monde est important, et c'est précisément pour cela que sont nées les Nations Unies. Elles ont été créées pour dialoguer, pour décider du fait que la barbarie n'est pas acceptable, pour bien comprendre que les droits humains doivent être respectés sans se soucier de l'idéologie de la victime ou du criminel. Il faut bien comprendre que la raison doit toujours prévaloir sur la force. L'opposé du dialogue, c'est le mensonge, c'est le silence. Et autant le mensonge que le silence conduisent à la solitude la plus profonde. Par conséquent, quelle est la tâche qui nous incombe aujourd'hui? Nous devons tracer la voie vers l'avenir, nous s'acheminer vers l'avenir, vers cette humanité commune que nous voulons. Et c'est précisément ce qui anime le Chili. Cette soif de justice sociale, de démocratie, d'équité, de respect, de la liberté d'expression, l'action climatique, tout ceci sont des piliers d'espérance, sont des appels à l'action. Aujourd'hui, le monde a besoin de voix fortes, de voix claires, qui défendent notre engagement en faveur de la démocratie, pour toujours sans nuance, sans excuse. C'est la raison pour laquelle cette semaine, avec le Brésil, la Colombie, l'Espagne et l'Uruguay, nous avons convoqué la deuxième rencontre pour la défense de la démocratie. C'est un effort collectif qui est né ici, à l'ONU, il y a 1 an. Nous voulons jeter des ponts afin de pouvoir déterminer quelles sont les failles de la démocratie. Nous voulons trouver des solutions pour y remédier, pour améliorer la qualité de vie de nos peuples. Nous contentons pas de montrer du doigt ce qui ne va pas dans le monde. Il ne faut pas se contenter de dire que ceci ou cela ne nous représente pas. Non, nous voulons expliquer et défendre ce en quoi nous croyons. Je voudrais, après ces quelques propos, m'appesantir brièvement sur une question particulière. Je viens du Chili, un pays tricontinental. Un pays intimement lié à l'océan. Nous avons plus de 7600 km de côte. Nous sommes un pays tourné vers l'océan et nous sommes donc fiers à ce titre d'avoir été le premier pays d'Amérique latine et le deuxième pays du monde à avoir adopté l'accord BBNJ. Et il y a eu, par ailleurs, la semaine dernière, la 60e ratification pour l'entrée en vigueur et par conséquent, la conférence des parties devra se tenir l'an prochain. Le premier mois de l'année, espérons-le. Et je voudrais ici réitérer notre offre pour que le secrétariat soit établi chez nous, parce que nous pensons qu'il est ainsi possible de rapprocher la gouvernance océanique à l'hémisphère sud. Nous sommes également un pays de l'Antarctique. Nous sommes attachés
recherches scientifiques. Nous sommes partis, nous faisons partie de ce continent blanc. Et si vous êtes rendu sur ce continent, vous l'avez fait en passant par le Chili, certainement. Dans 2 semaines, nous allons avoir une réunion sur la préservation des ressources de l'Antarctique. Et par conséquent, l'heure est venue d'approuver la zone du domaine 1 de l'Antarctique après la demande présentée notamment par le Chili. Nous ne pouvons pas continuer d'exploiter des ressources si nous n'appliquons pas les mesures de préservation requises. N'oublions pas que nous faisons tous partie du même écosystème. Il faut préserver la vie sur Terre. C'est une tâche que nous devons assumer de toute urgence en assumant nos responsabilités. Pour ceux qui partagent ce monde aujourd'hui avec nous et aussi pour les générations futures. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde marqué par des tensions, par la crise climatique, par la crise générale. Et je voudrais dire que dans ce contexte, le processus d'élection du secrétaire général a une importance particulière. Et je voudrais dire que dans les circonstances les plus difficiles, il est justement possible d'agir de façon lucide, en étant empreint d'humanité. Il faut bien comprendre que la tragédie humaine n'est jamais inévitable. Nous n'allons pas renoncer à l'espoir de régler les problèmes du monde. Les Nations Unies peuvent réussir et tout cela finalement dépend de nous. Et je voudrais vous dire que l'équilibre régional doit être respecté dans ce processus. C'est le moment idéal pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous sommes une région sans guerre. Nous avons un engagement inébranlable en faveur de la Charte des Nations Unies. C'est ce que nous défendons depuis la création des Nations Unies. Il faut remédier à un déséquilibre de longue date. En 80 ans, les Nations Unies n'ont jamais eu une femme secrétaire générale des Nations Unies. En 80 ans, pas une seule femme. Or, l'ONU doit refléter les progrès du monde. Elle doit reconnaître qu'avoir une femme à sa tête serait non seulement un symbole d'équité, mais ce serait également une reconnaissance. La reconnaissance du fait que les femmes, qui représentent la moitié de la population mondiale, peuvent occuper toutes les fonctions dans le monde. Le Chili veut contribuer activement à cet effort collectif, et c'est la raison pour laquelle c'est pour moi un insigne honneur que d'annoncer depuis cette tribune que le Chili va présenter la candidature de notre ancienne présidente Michelle Bachelet. Michelle Bachelet comme candidate au poste de secrétaire générale des Nations Unies. Michelle Bachelet qui est par ailleurs dans cette même salle aujourd'hui. Michelle Bachelet n'est pas simplement une figure très reconnue, très respectée au niveau international. C'est une femme qui a des valeurs tout à fait cohérentes et fidèles à cette organisation. Et Michelle Bachelet a été présidente de notre pays. Elle a été ministre de la Santé, ministre de la Défense. Elle a été directrice exécutive d'ONU Femmes. Elle a été haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Michelle Bachelet a gouverné. Elle a négocié. Elle a guéri. Elle a écouté. Son parcours, tout au long de sa vie, combine l'empathie avec la fermeté, l'empathie avec la compétence, et tout ceci avec des qualités d'exécution, des qualités de chef remarquables. J'ai une conviction qui, je le sais, est partagée dans mon pays. J'ai la conviction que Michelle Bachelet est une figure qui peut jeter des passerelles, jeter des ponts entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Elle sera là pour défendre les principes. Michelle Bachelet pourrait, en dirigeant les Nations Unies, redonner aux Nations Unies l'objectif qui est le leur. Antonio Guterres a donné tout ce qu'il avait
nous le savons tous, pour défendre et mener cette organisation. Nous sommes donc habités par cette conviction et le Chili présente donc cette candidature, convaincu que nous sommes que Michelle Bachelet peut apporter une contribution décisive pour qu'une fois de plus, les Nations Unies soient un lieu de rencontre, un lieu de solution, un lieu d'espoir réel pour le monde entier. Mesdames et messieurs, 80 ans. 80 ans se sont écoulés. Et nous voyons les avancées remarquables de la gouvernance internationale. Nous sommes face, certes, à bien des catastrophes, mais nous pouvons aussi dire que nous avons avancé. Ces avancées, toutefois, sont en danger. Qui va tracer les cartes de demain? Nous ne voulons pas que ce soit ce qui agresse, ce qui viole les décisions multilatérales, ce qui blesse les plus faibles. Nous voulons que tous les peuples du monde rassemblés ici, dans cette salle, tracent ce chemin définitif vers un avenir viable, un avenir où chaque être humain est respecté. Et pour y parvenir, cette organisation, rappelons-le, une organisation née des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, après l'échec de la Société des Nations, cette organisation, disais-je, est fondamentale. Et le renouvellement de cette organisation, la réforme de cette organisation est également fondamentale et urgente. Et donc, il nous faut une organisation renouvelée, certes réformée, mais qui obéisse au même objectif. Et je reprends ce que disait Víctor Jara, extraordinaire chanteur chilien. C'est cet amour de la terre qui nous a aidés à vivre. C'est l'amour de la paix qui nous permet d'agir, l'amour de la liberté pour tous et toutes, pour que tous les peuples puissent vivre. Avançons, mesdames et messieurs, avançons ensemble, libres et égaux, divers et semblables. Avançons sur ce chemin partagé pour rechercher la vérité, la beauté, le bonheur et la justice. Je vous remercie. Muchas gracias. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Chili.